Une nouvelle réunion entre négociateurs israéliens et palestiniens et en présence de l'émissaire américain est programmée pour demain jeudi à Jérusalem. Et ce au moment où Israël a décidé de supprimer tout contact entre ses ministres et ceux de l'autorité palestinienne en signe de protestation après la décision des Palestiniens d'adhérer à une quinzaine d'organisations internationales. Les négociations ont évolué dans le bon sens à Vienne, où l'on discute du nucléaire iranien depuis hier. L'Union européenne et le groupe des 5 plus 1 envisagent même de rédiger un projet d'accord final avec l'Iran lors de la prochaine réunion prévue au mois de mai. La terreur une nouvelle fois dans un lycée américain. Un adolescent a poignardé aujourd'hui une vingtaine de ses camarades avant d'être maîtrisé puis arrêté. 4 des victimes seraient ce soir dans un état grave. On ignore encore les raisons de ce coup de folie. Je vous le disais donc tout à l'heure, l'information de la soirée, c'est tout d'abord cette décision d'organiser demain donc une réunion tripartite à Jérusalem, négociateurs israéliens, palestiniens et l'émissaire spécial des États-Unis, Martin Indyk, pour le Proche-Orient. Et puis je vous parlais tout à l'heure également de cette roquette tirée depuis Gaza et qui a atterri tout à l'heure dans un kibbutz de la région de Sha'ar HaNegev. Il n'y a pas eu de victimes, mais des dégâts matériels éventuellement. D'ailleurs, la piscine du kibbutz aurait été touchée donc par l'explosion de cette roquette, alors qu'aucune sirène n'avait retenti. Voilà donc pour cette information de la soirée. Je vous parlais donc de ces négociations qui sont dans l'impasse entre Israéliens et Palestiniens. Aujourd'hui donc, Israël a annoncé que tout contact serait désormais supprimé entre les ministres israéliens et ceux de l'autorité palestinienne. Le processus de paix est-il bloqué? Il y aura une réunion demain à Jérusalem. Le récit de la journée avec Éléonore Veil. Le ton durcit entre Israéliens et Palestiniens. Ce mercredi à Jérusalem, les ministres ont reçu une nouvelle consigne de Binyamin Netanyahou, limiter tout contact, rencontre et coopération avec leurs homologues palestiniens en ce qui concerne les domaines civils et économiques. Une sanction qui a pour but de punir les demandes d'adhésion unilatérale des Palestiniens à des traités internationaux. Côté palestinien, Mahmoud Abbas anticipe les pertes potentielles causées par l'arrêt des subventions israéliennes. Pour cela, il essaye de trouver une alternative financière en la Ligue arabe. Mais concrètement, les sanctions prises par Israël n'ont qu'un effet minime sur les relations entre les deux parties, puisque la plupart des échanges s'effectuent au niveau militaire. Sur le plan diplomatique, Washington incrimine Israël pour le blocage des négociations. Et de Pékin à Paris, on s'inquiète de l'avenir du processus de paix. La Chine espère qu'Israël garde à l'esprit une image plus large de la paix et qu'il fasse preuve de sagesse stratégique, qu'il prenne des décisions courageuses et qu'avec la communauté internationale et les Palestiniens, Israël accomplisse des progrès sur les pourparlers de paix le plus tôt possible. La Chine continuera à jouer un rôle constructif. Nous pensons qu'il y a là ce qu'on appelle, en traduisant un mauvais anglais, une fenêtre d'opportunité qui ne sera pas éternelle. Parce que quand je discute avec nos amis arabes, je mesure quand même une évolution absolument considérable de leur part à l'égard des positions israéliennes. Quand je regarde quelle est la situation des Palestiniens, situation relative du Hamas par rapport au Fatah, il y a là quand même une conjonction. Et je voudrais que, tout en assurant, bien sûr c'est absolument fondamental, la sécurité d'Israël et tous les paramètres qui doivent être pris en compte, du côté palestinien, du côté israélien, on arrive à faire des pas en avant. Le blocage dans les négociations est survenu alors qu'Israël a refusé de libérer le dernier contingent de prisonniers palestiniens vendredi dernier, sans engagement clair côté palestinien de la prolongation des négociations au-delà de la date butoir du 29 avril. Alors le débat du Grand Direct, ce soir on va s'intéresser à ces événements inhabituels quand même des habitants d'implantation en Cisjordanie, des habitants juifs qui s'en prennent aux soldats de l'armée israélienne. Ça s'est passé hier à Itzhar. Aujourd'hui encore, 2 personnes ont été arrêtées, dont un adolescent de 16 ans pour avoir lancé des pierres sur des soldats de l'armée israélienne. Qui sont ces extrémistes que le ministre de la Défense Moshe Ya'alon n'a pas hésité tout à l'heure à qualifier de terroristes? Il a parlé d'ailleurs de domestiques
terrorisme en anglais, ça veut dire terrorisme maison si on veut traduire en français. Bonsoir, Shraga Bloom. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, vous habitez d'ailleurs dans une implantation, et Maurice Ifergan qui est rédacteur en chef sur i24 News. Bonsoir Maurice. Bonsoir. Alors on peut dire d'abord un mot. Qui sont justement ces extrémistes juifs qui s'en prennent violemment comme cela à l'armée israélienne? Écoutez, en hébreu, on les définit comme des herbes folles, des mouvements qui sont nés dans les marges de la population juive des territoires, totalement incontrôlés. Mais finalement, ils ne sont pas si incontrôlés parce qu'il faut savoir que ces jeunes ont reçu une éducation dans les écoles talmudiques et les écoles talmudiques de l'armée. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus une génération spontanée. Il y a toute une éducation derrière ça. Et peut-être que leur comportement est totalement injustifiable, mais je crois que les responsabilités doivent être cherchées aussi d'une façon globale dans le système d'éducation. Ouais. Shraga Bloom, qui sont pour vous, ces jeunes là, qui s'en prennent comme ça à l'armée? Bon, je tempérerai d'abord un peu ce qu'a dit M. Ifergan. Tout d'abord, je dois dire que je dénonce sans ambiguïté ces violences contre les soldats ou même contre les civils, même contre les Arabes dans les villages quand ça arrive. Ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Je précise aussi que ces herbes folles, comme vous le dites avec justesse, représentent moins d'1 pour 1000 de la population juive de Judée-Samarie, ce qui n'empêche qu'ils font des dégâts, commettent des dégâts d'image aussi, puisque ça retombe finalement sur toute la population juive de Judée-Samarie. Maintenant, concernant l'éducation, je dirais que l'immense majorité de la jeunesse de ces territoires, comme on les appelle, est tout à fait normative. Et il y a une frange petite de la jeunesse, effectivement, qui est perdue, qui n'a pas compris ce que c'est être citoyen d'un État et de respecter les symboles de l'État, dont Tsahal, qui est là pour les défendre, justement. Et alors, il y a beaucoup à faire au niveau de l'éducation, c'est vrai, mais ce n'est pas l'éducation en général de cette population, comme vous dites, qui est à mettre en cause. Un membre du gouvernement a dit aujourd'hui ce ne sont pas des sionistes. Justement, ils combattent finalement l'idéal. Peut-être. Ouais. Et je dois préciser quand même que ce soir, aux informations, le rabbin de la commune, de la localité de Yitzhar, a fermement condamné ces actes et a même demandé à ce que ces jeunes, s'ils viennent de Yitzhar, quittent le village. C'est justement la question. Je veux dire, ces rabbins qui encadrent cette jeunesse devraient prendre position beaucoup plus fermement contre de tels actes. Parce que là, on touche aux fondamentaux de l'État. Lorsque ces jeunes s'attaquent à l'armée, il y a un problème. Il y a un problème et on devrait se pencher sur ce problème et le résoudre avant que ça ne prenne de l'ampleur. Maintenant, je voudrais dire, sans excuser ce phénomène, qu'il y a dans une certaine partie de la jeunesse de Judée-Samarie, et d'ailleurs, une profonde déception aussi de l'État qui date encore du désengagement de Gaza. C'est les jeunes qui ont été éduqués dans l'amour du pays, dans l'amour de Tsahal, dans le respect de la loi, et qui tout à coup se sont sentis trahis. Alors ça n'excuse pas, et peut-être même que ces jeunes qui font ces actes-là n'étaient pas à l'époque dans la bande de Gaza. Mais il y a aussi peut-être une explication qui est à chercher là-dessus. Il y a une crainte, à votre avis, de voir peut-être arriver un accord avec les Palestiniens et la possibilité peut-être de devoir évacuer des implantations? Peut-être aussi. Et puis il y a aussi peut-être parfois une incompréhension par rapport à un certain laxisme qui est perçu de la part de l'État de Tsahal par rapport au jet de bouteilles incendiaires ou de pierres et de libération de terroristes, par exemple. Mais je répète encore une fois, ça n'excuse pas du tout ces actes qui sont à proscrire et à condamner de la manière la plus sévère pour dissuader finalement ces petits groupuscules d'agir de la sorte. Mais vous ne pensez pas qu'il y a un problème quand même sur l'éducation que ces jeunes reçoivent, sur cette sanctification de la terre par rapport à l'État? On les éduque à aimer leur terre, à combattre pour leur terre, et puis finalement ils se retrouvent face à une armée qui leur demande de faire des choses, de détruire des baraquements, et ils ne comprennent plus. Alors peut-être qu'on ne leur a pas expliqué l'intérêt d'avoir un État et de respecter les règles de cet État. Bien sûr, mais mettez-vous à la place aussi de gens qui, en pleine nuit, se voient réveillés par l'armée, qui détruit leur maison. Il y a des choses qui sont peut-être un peu incompréhensibles. Maintenant, quand vous parlez de l'éducation, je voudrais citer, justement, vous dites que j'habite dans une implantation qui s'appelle Efrat, qui a reçu le prix de l'éducation. C'est-à-dire que dans l'immense majorité des localités de Judée-Samarie, l'éducation est exemplaire. Et je ne crois pas connaître des rabbins ou des enseignants qui éduquent à la haine ou à la violence. Mais malheureusement, c'est un phénomène qui est là, qui s'amplifie peut-être et qu'il faut, parce qu'on a l'impression que couper ces à la racine. actions prix à payer, comme on les appelle, ces actions qui ont été menées contre des habitants arabes de Cisjordanie, se sont intensifiées ces derniers temps. Oui, maintenant il ne faut pas oublier aussi, ça on le dit moins, il y a parfois aussi des opérations prix à payer qui sont mises en scène par les Arabes et leurs alliés activistes de gauche,
ça existe aussi. Et peut-être que les médias amplifient énormément ces phénomènes de prix à payer quand ça vient de villages juifs. Mais je répète une 4e fois, je suis absolument opposé à cela. Et il faut agir de la manière la plus sévère parce que finalement c'est immoral et ça nuit à tout le monde finalement. Maurice, oui, alors justement la question c'est où est-ce qu'il faut agir? Est-ce qu'il faut mettre ces jeunes en prison? Je ne pense pas que ce soit la solution. Ils sont souvent très jeunes, d'ailleurs. Ils sont souvent très jeunes, même mineurs parfois. Je pense, contrairement à ce que vous dites, que l'action, c'est dans l'éducation. Oui. C'est dans les yeshivot, c'est dans ces établissements qu'on doit intervenir pour faire comprendre à ces jeunes qu'il y a des limites qu'on ne doit pas dépasser. Un soldat de Tzahal qui est en face d'eux, c'est aussi un Israélien, il est aussi sioniste et il est aussi juif. Bien sûr, mais vous remarquerez que lors du désengagement de Gaza, il n'y a eu pratiquement aucune violence envers les soldats, alors que ces gens auraient été en droit de se révolter physiquement. Et je crois que quand même, de manière générale, et je peux en témoigner parce que mes fils ont suivi ce parcours-là, comme vous appelez les écoles de formation talmudique, militaire, c'est des jeunes qui sont tout à fait normatifs aujourd'hui. Il y a une minorité délinquante, il faut s'en occuper, comme on s'occupe de délinquants. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, une inquiétude dans les implantations de Judée-Samarie ou des implantations plus isolées, de se dire peut-être qu'on prépare des évacuations parce qu'il y a un accord qui pourrait... Bon, on en est loin encore, mais est-ce que de ce qu'on entend, ça peut agiter un petit peu les esprits? De ce qu'on entend ce soir, nous en sommes loin, effectivement, mais je pense qu'effectivement, chaque fois qu'il y a eu une ambiance de négociation, il y a eu des franges qui se sont posées, même violemment, à ces négociations et qui ont tout fait pour mettre le feu aux poudres. Maintenant, là, je ne pense pas que ces jeunes, eux, soient liés directement aux négociations en disant « bon, il y a des négociations, on va agir ». Je pense que ce sont des jeunes qui ont été éduqués à sanctifier quelque chose d'une façon totale et qui se donnent totalement à cette cause. Ils sont dévoués à leur terre, à leur implantation. Et je crois que ça part peut-être d'un mouvement de bonne foi. Le problème, c'est que ça ne colle pas, ça ne marche pas avec un État institutionnalisé, avec des institutions judiciaires et une armée. Ouais. Je voudrais quand même préciser qu'on a souvent l'habitude, par commodité de langage, de parler des extrémistes des deux bords, des radicaux des deux bords. Il n'y a pas photo. Je veux dire, il n'y a aucun rapport. Je veux dire, ces jeunes ne tuent pas. Il n'y a pas d'attentat vraiment comme on parle d'attentats terroristes. C'est vrai qu'ils peuvent être parfois violents et une petite frange peut être violente et c'est très dommageable. Et pour toute la majorité des Juifs qui vivent en Judée-Samarie. Et donc, il faut à tout prix traiter le problème à la base. Aussi dans l'éducation, je suis d'accord avec vous. Mais l'éducation de manière générale... Sur le sentiment actuel, est-ce qu'il y a une crainte actuellement en Judée-Samarie de se dire... Est-ce qu'on ne prépare pas des évacuations justement parce qu'un accord pourrait être trouvé? Est-ce que ça existe ou pas ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que d'abord, comme vous dites, on en est loin si on voit ce qui se passe ces derniers jours. Et dans cette population-là, justement, on savait depuis le début que ça prendrait cette direction. Donc, on n'en est pas à une décision du gouvernement qui pense évacuer des localités. On n'en est pas là encore. De loin pas. Quand vous entendez le terme de terrorisme maison, pour traduire ce qu'a dit aujourd'hui Moshe Yaalon, vous trouvez que c'est exagéré ou c'est conforme à ce qui se passe? Si on le prend à court terme, c'est peut-être un peu exagéré. Vu à long terme, c'est pas du tout exagéré parce que je ne veux pas faire le parallèle total, mais lorsque le Premier ministre a été assassiné, on a rigolé au début dans les manifestations, on ne les prenait pas au sérieux. Or, il a fallu bien admettre le fait qu'un Premier ministre a été assassiné en Israël et que c'est le fait d'un climat qui était entretenu, qui n'a pas été dénoncé. Et je crois que c'est ce que voit le ministre de la Défense. Il voit un peu plus à un long terme et en se disant, si on laisse ce climat s'installer, on risque d'avoir en notre sein le prochain attentat ou le prochain geste grave pour ce pays. C'est ça je pense que c'est ça que voit le ministre de la Défense en utilisant ce type de formule. Moi, je crois que les leçons de l'assassinat de Rabin ont été tirées au niveau de la sécurité des chefs d'État et des ministres. Je ne pense pas qu'on en est là, mais il est vrai que l'éducation joue un grand rôle et que quand on vit dans un État, on doit respecter les règles de l'État. Et voilà, c'est le b.a.-ba de la démocratie. Maintenant, c'est vrai que la démocratie, c'est aussi qu'un dirigeant respecte les engagements qu'il a pris. Je crois qu'à l'époque de Rabin, il y a aussi un problème entre ce qui s'est dit avant les élections et ce qu'il a fait après. Donc, il y a parfois des incompréhensions qui se créent au niveau de la population entre les promesses des dirigeants avant les élections et ce qu'ils font, et souvent des tournants à 180 degrés, comme Sharon l'a fait. Donc, voilà. Mais ceci dit, le phénomène Tag Mehir, prix à payer, est un phénomène qu'il faut combattre vraiment avec toute la vigueur nécessaire. Bon, ce soir, Naftali Bennett qui dit à Benjamin Netanyahou, il faut tirer les leçons de ce qui se passe, il faut annexer les
les terres de Cisjordanie. C'est pas fait pour arranger les choses. Moi, je pense que ces marges de jeunes, je me pose toujours la question où ils vivent, comment ils vivent. Est-ce qu'ils restent dans les territoires? Est-ce qu'ils sortent? Est-ce qu'ils voient ce qu'il se passe dans la société israélienne? Est-ce qu'ils ont conscience qu'il y a des problèmes autres? La misère, le problème de la faim, le problème... J'ai pas l'impression, je crois qu'ils sont installés dans une situation dans laquelle ils ne sortent pas et ils ne voient pas le fonctionnement de l'État dans sa totalité. Alors, Bennett, avec cette formule, ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Je suis désolé de le dire, mais ça ne peut que accroître les tensions. Bon, le programme de Bennett, il l'a déjà dit souvent, c'est annexer les zones C, qui sont sous contrôle israélien, et trouver des arrangements, une autonomie pour le reste des zones. Je ne vois pas en quoi ça met de l'huile sur le feu. On voit maintenant que la solution des deux États, c'est une espèce de mantra qui a été répété très souvent et qui ne mène à rien du tout. Merci beaucoup, Shraga Bloom, d'être venu dans ce studio. Merci, Maurice Fergan. Merci à tous les deux. Fin de ce débat. Dans un instant, on parlera de start-up israélienne. Restez avec nous.